Bonjour, chers membres de ce call. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Red Debate, là où nous plongeons dans les réalités africaines et où nous discutons des enjeux profonds et des conversations qui comptent vraiment. Alors, aujourd'hui, nous analysons des sujets qui façonnent notre continent, nous remettons nos perspectives en question et nous célébrons la diversité des voix qui rendent l'Afrique si riche et si puissante. Alors, installez-vous confortablement. Voici le thème de cette semaine. Il est intitulé La cohabitation multigénérationnelle, une nécessité dans le climat économique actuel. Nous savons tous que nous sommes dans de nombreux foyers africains aujourd'hui. Plusieurs générations vivent sous le même toit. Les parents ensemble, les grands-parents, cousins, oncles, tantes, toute la famille élargie dans une même concession. Et cette cohabitation n'est pas seulement culturelle, mais tout aussi euh, économique qui permet de soulager économiquement. Vivre ensemble permet donc de partager les ressources, réduire les réduire les dépenses de nourriture, les factures, les loyers, renforcer le soutien émotionnel et faciliter la garde des enfants. Mais cela entraîne aussi des défis, un manque d'espace personnel, les conflits de valeurs ou d'habitudes, les tensions aux prêts impayés, des pertes d'autonomie ou de vie privée. Les charges financières peuvent devenir déséquilibrées et trop lourdes pour certains membres. Alors, voilà, je rappelle le thème encore une fois, la cohabitation multigénérationnelle, une nécessité dans le climat économique actuel. Alors, pour discuter autour de ce thème, pour débattre, pour lancer le débat, voici les questions sur lesquelles nous allons nous concentrer. La première est la suivante. La cohabitation multigénérationnelle est-elle une solution viable aux défis économiques actuels? Ce sera notre première question. Est-ce que c'est un modèle durable ou une stratégie temporaire imposée par la situation? Alors, deuxième question, les coûts de la vie oblige-t-il les familles à repenser leur manière d'habiter? L'inflation, les foyers, le chômage, est-ce que tout cela pousse les foyers à revenir à des modèles plus communautaires? Troisième point, comment la hausse du coût de la vie impacte-t-elle les budgets familiaux? Et je pense que pour le reste des questions, nous reviendrons au fur et à mesure. Alors, pour commencer directement, voilà brièvement ce qu'il en est de la thématique de ce soir. Les cohabitations multigénérationnelles, une nécessité dans le climat économique actuel. Alors, nous allons nous pencher sur la première perspective. La cohabitation multigénérationnelle est-elle une solution viable aux défis économiques actuels? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une solution viable aux défis économiques actuels? Si vous pensez que oui ou que vous pensez que non, vous pouvez prendre la parole, donner votre position et avancer des arguments. La parole est ouverte. Quelqu'un aimerait prendre la parole premièrement? OK. Alors, Iya Sefewe? Let me start so that we can just get something going on. So let me start. OK. Uh, okay. So with regards to this topic, this is a very complicated topic for me because this thing of family members living like aunts and uncles and grandparents living in the same house as the breadwinner can be a struggle, especially when it comes to finances. So some family members they are freeloaders. They don't want to contribute to the family expenses, and with that, it puts immense pressure on the breadwinner because now this family member is just in your house for the free food, free Wi-Fi, free water and electricity, all this, a roof over their head, but they're not contributing to anything. So that is a huge disadvantage when it comes to this. And also in this economic climate, they'll have the excuses
sure, it's the economy, this economy is not always certain, right? So with that, okay, we can understand that. But then some of the family members are there with their own lame financial excuses, or they cannot take responsibility for their actions, and now they want to freeload off of the breadwinner. So for me, I think that multi-generational living in this economic climate, it is not a necessity. I disagree strongly. Thank you. Thank you, Sefere. Thank you, Sefere, for your arguments about the topic. Alors, je vais traduire rapidement ce qu'elle vient de nous dire. Alors, lorsqu'on parle de la cohabitation multigénérationnelle, des familles élargies aujourd'hui, elle pense que cela ne répond pas en tant que nécessité aux problèmes économiques actuels, aux situations économiques actuelles. Puisque dans les familles multigénérationnelles où il y a assez de membres, il arrive souvent que certains membres soient juste là dans une logique d'exploitation, dans une logique de déresponsabilisation. Ils ne sont pas capables de se prendre en charge eux-mêmes et ils sont juste là pour être à la charge des autres et cela peut créer cette charge pour tout le monde. Donc, brièvement, ce qu'elle a dit, elle n'est pas totalement, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord sur le fait que nous considérons les cohabitations multigénérationnelles comme une nécessité en ces temps économiques. Alors oui, Madame Ina, vous avez la parole pour avancer aussi vos arguments. Madame Ina, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Je dirais, oui, merci, je suis d'accord avec Sifue quand elle avance le côté financier, parce que généralement, là d'où je viens de Mali, il y a beaucoup de familles qui sont dans cette optique-là. Il y a beaucoup de familles qui sont multigénérationnelles, mais la plupart du temps, on voit que c'est une ou peut-être deux personnes, à la rigueur, peut-être pas, même pas la moitié des gens qui sont autonomes et qui ont un travail, qui prennent la charge de la famille, les dépenses de la famille. Donc, je pense que dans ces temps où vraiment l'économie est vraiment, c'est difficile de vivre économiquement, tout est cher. Principalement ici, où on a des problèmes d'insécurité, on a des problèmes de carburant qui fait que les produits de première nécessité sont chers sur le marché. Je pense que c'est assez difficile en fait de vivre un tel schéma de famille sans que la personne qui est à la charge qui prenne la charge de toute la famille ne souffre en fait. Et c'est un modèle qui est assez déséquilibré à mon sens, parce que je pense que si tout le monde participe, pardon, ou tout au moins les personnes qui sont autonomes et qui ont un travail participent à la charge de la famille, ça peut être tenable. Mais si c'est une personne ou peut-être quelques-uns qui sont là, qui prennent des dépenses en charge, ça peut être vraiment source de frustration et en même temps, ça peut causer des, des disputes dans la famille. Et sur le long terme, ça peut causer des ruptures. Et on sait que, en fait, les ruptures qui sont causées par le côté financier sont assez difficilement gérables et les gens ont tendance aussi à garder des rancunes tenaces sur ce côté-là. Donc, je pense que ces derniers temps, en fait, c'est vraiment difficile de tenir ce genre de schéma familial compte tenu de tout ce qui est là économiquement et des difficultés liées à l'économie. Merci. Alors, merci beaucoup Ina pour votre approche de la question. En effet, dans votre perspective aussi qui rejoint celle de Sifiwe, on constate correctement que il y a ce problème de déséquilibre dans la répartition des charges. Il y a ce problème de déséquilibre qui fait peser les charges plus sur certaines personnes que sur d'autres. Mais j'aimerais aussi donner mon avis sur la question. Lorsqu'on parle de nécessité, en temps économique où les charges, les charges deviennent très lourdes, où il y a l'inflation, les choses deviennent chères,
l'idéal, c'est que dans une famille multigénérationnelle où il y a plusieurs membres autonomes, il faut que l'un soutienne l'autre et que ensemble on mette les ressources en commun. Cette mise en commun des ressources va permettre d'alléger les dépenses et les charges économiques pour les uns et les autres. N'êtes-vous pas de ce même avis? Et je vais en profiter pour poser rapidement une autre question, juste après avoir donné la parole à Madame Léa. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Donc, bon, je comprends l'avis partagé par Sifiwe et aussi par Ina. Je comprends tout à fait ce qu'elle pense. Et moi, je suis un peu du même avis que vous, c'est-à-dire que selon moi, ce serait plus une question d'organisation. C'est-à-dire si on arrive à s'organiser, on peut être à 8 ou 9 dans la maison, mais il y a peut-être deux personnes qui vont se partager le loyer, deux personnes qui vont se partager les courses. Ça peut être aussi une bonne organisation derrière. Il est vrai que dans un contexte multigénérationnel, ce serait par exemple bizarre de demander si tu es le neveu ou la nièce, de demander à ton oncle ou à ta tante de pouvoir contribuer. Mais dans une bonne logique, ce serait la meilleure des choses à faire. Et je pense aussi que de là des finances, il y a aussi l'aspect mental, parce que même s'il est vrai que la vie dans un contexte multigénérationnel n'est pas facile, mais il y a aussi des personnes qui, loin de leur famille, n'arrivent pas à s'en sortir mentalement. Ce n'est pas forcément simple pour eux et on voit que des fois, ce n'est pas forcément un problème d'argent, mais juste un problème de solitude qui fait qu'ils repartent vers cette même famille-là. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il est vraiment important quand même de rester dans le milieu familial et aussi pour la transmission de l'expérience, parce que la famille peut nous donner des conseils, des idées auxquelles on n'aurait pas pu penser. Donc, je pense quand même qu'être dans un contexte multigénérationnel pourrait vraiment être important, surtout lorsqu'on est jeune ou on a encore moins de 40 ans, ce serait vraiment important de rester là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Perle. Excusez-moi pour avoir oublié votre prénom. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est vraiment pertinent ce que vous venez d'ajouter, en ce sens que non seulement ça permet de soutenir économiquement l'ensemble des membres, mais il y a aussi ce soutien psychologique, cette solitude qui est comblée. J'aimerais aussi entendre l'avis de Monsieur Koumondi et juste après Monsieur Koumondi, Monsieur Parlinfo. Oui, Monsieur Koumondi, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur Jipis et Deléa. Je pense que c'est le nom. Alors, je dirais que moi, je suis contre parce que il est bel et bien vrai que c'est une question d'organisation. Mais ça, c'est le socialement correct parce que c'est normalement comment cela devrait se faire. Mais il faut le dire, nous sommes en Afrique. Et déjà, il y a un souci de communication. Là où, par exemple, vivent une personne, son oncle, ses grands-parents, ses parents, il est difficile de dire, par exemple, que tout le monde contribue. C'est normalement comme ça cela devait se faire. Je ne dis qu'on ne vient pas. Mais dis par exemple que, par exemple, pour le loyer, bah, l'oncle peut participer, le grand-parent peut participer, etc. Même s'il travaille, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Vous voyez? Donc, il y a un poids, tout ce qui concerne les choses. Ce qui fait que vivre en communauté avec toutes ces personnes-là, c'est plutôt plus un poids qu'un soulagement, je dois dire. Donc, je ne trouve pas ça plutôt idéal. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup, Monsieur Koumondi. On va entendre aussi l'avis de Monsieur Parlinfo. Oui, Monsieur Sier Parlinfo, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Merci pour la parole. Je tiens à me prononcer sur le sujet, comme quoi je dirais que je suis pour la cohabitation. Et l'homme est issu même dit, l'homme est un être de la société. Et la famille, c'est le pilier qui permet à chacun de nous de se relever lorsque voilà, on est au fond du gouffre. Voilà.
Et la famille, et une bonne famille, c'est la communication. Même si actuellement, bon, vu l'évolution ou les problèmes que nous faisons face d'ordre économique et tout le monde fait face. Mais cela n'est pas pour autant rejeter ou voilà, chercher à prendre une responsabilité. Ça sent bien qu'on n'a pas les bagages nécessaires pour, voilà, pour vivre indépendant. L'un à l'autre, même si il y a des problèmes, il faut toujours voilà, se pencher vers la famille. Et je dis, même si ce sont les étudiants, entre étudiants, il y a des moments où bon, vous cohabitez ensemble, il y a des anciens, il y a des nouveaux, mais il arrive à un moment que certains n'arrivent pas à donner leur cotisation mensuelle, mais vous les épaulez. Donc, c'est comme une famille. Voilà. Et vu qu'il y a la bonne communication, ça permet à chacun d'évoluer. Donc, pour moi, la famille, vraiment, c'est la cohabitation, c'est vraiment une chose meilleure. Là, parce qu'il y a d'abord, comme l'autre l'avait cité, comme et partage d'expérience, la sensibilisation et choses. Les personnes de la vieille génération peuvent éduquer, peuvent amener la jeune génération à ne pas faire les mêmes erreurs. Sans la famille, c'est compliqué. On va faire des mauvais choix et finalement, on va se retrouver voilà, derrière les conséquences. Voilà, c'est pas bon. Sur ce, je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Monsieur Siyepalonfo, pour votre avis sur la question aussi, qui rejoint Madame Deya, et que nous parlons de la question des avantages qu'il y a à vivre dans un milieu multigénérationnel, le soutien émotionnel, psychologique, économique aussi, et que nous parlons aussi des avantages en ce sens que je rejoins Sifiwe et Koumondi. Il y a une question que j'aimerais bien poser, puisque parfois, jusque-là, nous n'avons pas vu la nécessité, nous ne voyons pas que c'est vraiment une nécessité. Ça peut être une charge comme ça peut être aussi un avantage. Mais ne pensez-vous pas que certaines situations peuvent amener les familles à vivre de cette manière-là? Certaines situations, par exemple l'inflation, la vie, le coût de la vie qui devient cher, ces situations-là qui peuvent amener les familles à se mettre dans cette situation de multigénération, dans une même concession, tout le monde ensemble. Ne pensez-vous pas que cela est possible? Et vous pouvez aussi apporter vos justificatifs. Je vais commencer d'abord par donner mon propre avis. Nous allons prendre l'exemple d'un étudiant qui doit quitter le cocon familial et qui doit habiter dans une zone universitaire et poursuivre ses études. Cet étudiant ne pourra pas lui seul faire face aux aléas de la vie, prendre soin de lui-même, se supporter lui-même. Ça pourrait devenir une charge pour lui. C'est vrai que ça le forme à entrer dans la vie active, mais ça sera une charge pour lui. Alors, supposons maintenant que dans cette zone universitaire, qu'il y ait une maison familiale où il pourrait rester. Et là, le soutien économique est plus allégé. Là, voilà un cas, par exemple, où le coût de la vie amène les membres de la famille à se mettre ensemble. Alors, j'aimerais bien savoir, dans cette perspective, pensez-vous toujours que vivre ensemble dans un motel multigénérationnel n'est pas vraiment nécessaire? Oui, j'aimerais bien avoir l'avis de certains sur la question. Monsieur Oscar, vous avez un argument dans ce sens-là? Bonjour, vraiment, vous allez m'excuser un peu. Tout à l'heure, j'ai eu des difficultés et vous avez constaté que je n'étais pas connecté. Okay. Ce qui a fait que je n'ai pas du tout saisi un peu je veux dire, le fil conducteur du débat. Mais prenant la parole sur vos derniers propos, je pense que, honnêtement, parfois, c'est un peu difficile pour quelqu'un qui n'a pas suffisamment de moyens, et qui
et se sent obligé, par exemple, de cohabiter avec un grand nombre de personnes parce que l'autre fois, la dernière fois qu'on parlait de ce thème-là, je pense que vivre dans une famille élargie, cela nécessite beaucoup de moyens. Et quand on n'a pas assez de moyens, quand on n'a pas un cadre approprié et qu'on s'oblige à vivre dans ces conditions, ça devient extrêmement compliqué. Et c'est en cela même que ça devient sous des conflits, sous des tensions. Donc là, je pense que il faut faire attention. C'est vrai qu'on a tous envie de le faire, mais il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de conditions nécessaires. Quand on sait qu'il y a des conditions qui sont un peu favorables à ce type de vie, en ce moment, on peut l'envisager. Mais quand c'est pas le cas, il faut éviter, pour éviter surtout des situations qu'on ne pourrait même pas imaginer. Merci bien. Oui, merci beaucoup, Monsieur Oscar, pour votre avis sur la question. C'est vrai qu'il y a des avantages, mais il faut qu'il y ait des conditions pour que tout se passe au mieux. Alors, nous allons avancer avec une nouvelle interrogation qui concerne à présent les dépenses. C'est vrai, dans une famille multigénérationnelle, dans un environnement multigénérationnel, les dépenses peuvent être supportées, les uns peuvent supporter les autres, mais lorsqu'il vient dans des moments de crise, quelles sont les dépenses qui sont les plus problématiques, qui peuvent créer le plus de conflits, les dépenses qui amènent le plus de désaccords, et comment est-ce que les familles multigénérationnelles, dans ces conditions-là, s'en sortent? C'est sur cela que nous allons nous pencher rapidement. Quelqu'un a-t-il une perspective dans ce sens-là concernant la façon dont certaines dépenses peuvent amener des conflits et comment est-ce qu'elles sont gérées, comment est-ce que cela est géré dans les modèles familiaux, les modèles multigénérationnels? Oui, Monsieur Oscar, vous avez encore une fois la parole. Merci bien de me donner encore la parole pour une deuxième fois. Alors, je pense que les dépenses qui, en général, sont source de conflits dans des familles multigénérationnelles, ce sont les dépenses qui sont liées aux besoins personnels. Par exemple, des besoins qui sont liés des dépenses qui sont liées aux besoins personnels, non aux besoins communs à la famille. Par exemple, on finance la fête d'anniversaire de X et arriver autour de Y, ce n'est pas le cas. Ou on achète des vêtements pour X et il se trouve que dans le cas de Y, ce n'est pas le cas. Vous voyez un peu. Donc, quand les dépenses personnelles ne sont pas équilibrées, en ce moment, ça crée des frustrations au sein de la famille. Et de frustration en frustration, il y a ce genre de manifestation, il y a ce genre de tension qui se crée. Donc, ce sont généralement ces dépenses-là personnelles qui sont à l'occasion, qui sont à l'origine de ces conflits. Mais la solution à ce niveau, c'est quoi? C'est que quand on vit dans une telle famille, il faut vraiment veiller à tous ces détails-là. Il faut faire très attention. Il faut vraiment éviter le favoritisme ou il faut éviter des choses qui peuvent, à la longue, envenimer la situation. Si vous savez que vous n'avez pas les moyens de célébrer, par exemple, les anniversaires pour tout le monde, en ce moment, vous décidez de mettre fin à cela, ou alors vous décidez de l'organiser d'une manière sobre, avec peu de moyens, de telle sorte que même s'il y a 10 personnes qui sont concernées au cours de l'année, pour que vous puissiez avoir les moyens de le faire. Voyez un peu. Et aussi les dépenses, il faut pas, en tout cas, il faut éviter de faire des choses de façon disproportionnelle. Toujours le juste milieu pour qu'il n'y ait pas de frustration. Voilà ce que je peux dire déjà à ce niveau-là. Ok, extraordinaire. Monsieur Oscar, nous vous remercions encore pour cette perspective brillante sur le cas des anniversaires, par exemple, les dépenses personnelles qui ne sont pas équitablement réparties entre tous les membres, qui peuvent créer des jalousies et des tensions. Je vais rapidement remettre la parole à Monsieur Koumondi, puis après à Madame Léa, qui vont donner aussi leurs avis sur cette question. Oui, alors Monsieur Koumondi, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur est là. Je vais
Monsieur Oscar, veuillez bien laisser votre micro. D'accord, Ok, je disais, merci avant beaucoup. de répondre à la question, je vais d'abord répondre à la question précédente où vous cherchiez à savoir si certaines situations ne pourront pas obliger à se mettre ensemble. Je dirais oui, mais je dirais au fait qu'il y a aussi le poids de la gérontocratie qui fait que, bon, je m'explique, le pouvoir des personnes âgées sur les jeunes. Ce qui fait que la plupart du temps, les jeunes qui veulent s'épanouir concernant certaines choses, parce que certaines règles exigent certaines choses, ils n'arrivent pas à le faire. Par exemple, un jeune étudiant qui, parce qu'il y a une maison familiale qui est proche du campus, va s'y installer. Peut-être bien qu'il veut vendre de l'eau pour s'en sortir. Bon, avoir de petits sous par moment. Mais parce que la famille pense que c'est une activité qui n'est pas bonne pour son image, on l'interdit de le faire. Donc, il est amputé. Donc, pour ce cas, je soutiens toujours le fait de se mettre seul, en fait. Maintenant, si nous revenons aux questions de dépenses, je dirais plutôt que ce sont les dépenses communes qui créent plus de soucis parce que supposons qu'on voit par exemple la gestion d'eau, l'électricité. On va voir qu'il y a une personne qui ne paie jamais pour ça, mais c'est toujours lui qui utilise plus d'eau, plus l'électricité. Donc, c'est là où, en fait, il y a plus de soucis parce que là, par exemple, il y a ces personnes qui ne sont pas, bon, qui n'y mettent pas leurs mains, mais ils sont toujours en train d'amener pitié. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Koumondi, pour cette perspective et merci aussi d'avoir répondu à la question qui avait précédé. En effet, lorsqu'on parle des dépenses qui sont les plus susceptibles de créer des conflits, non seulement il y a aussi les dépenses personnelles, mais aussi les dépenses communes. Et nous sommes en Afrique, lorsqu'on parle de famille, de conditions multigénérationnelles, la famille n'est pas seulement nucléaire. Dans les maisons où il y a plusieurs familles qui cohabitent, nous pouvons parler aussi de conditions multigénérationnelles, puisqu'il peut y avoir des grands-parents, des familles beaucoup plus élargies, et tout cela crée cet environnement-là. Et dans des maisons, des locations où il y a des ressources qui sont mises en commun et qu'il faut payer communément et partager les ressources et partager les dépenses, ça peut créer aussi des conflits. Donc, exactement. Merci beaucoup pour votre perspective sur la question. Alors, Madame Léa est de retour. Oui, je vais lui remettre la parole. Oui, vous avez la parole, Madame Léa. Je vous remercie pour la parole. Bon, malheureusement, j'ai été déconnectée, donc j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Mais je vais réagir par rapport à ce que Oscar a dit tout à l'heure. Donc, il est vrai que par rapport aux dépenses personnelles, c'est ce qui pourrait vraiment causer problème. Mais je pense qu'on peut aller au-delà seulement des anniversaires. Et il y a aussi le simple fait de pouvoir s'acheter des affaires personnelles. Le fait d'arriver, par exemple, avec une nouvelle tenue, si par exemple l'une des personnes dans la maison n'a pas la possibilité de s'en acheter une autre, ça pourra donner aussi des frustrations. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de se faire plaisir juste pour ne pas frustrer les autres qui sont aux alentours. Et des fois, ce n'est pas aussi seulement le fait de pouvoir s'acheter ça soi-même. Mais par exemple, bon, dans le cas, par exemple, des anniversaires, ici, on rentre dans le cas où la personne a des connaissances qui veulent lui faire plaisir et il passe chez elle ou chez lui pour lui remettre un présent et autres. Ça peut aussi apporter des frustrations. Bon, il y a plusieurs cas dans les affaires des biens personnels à acheter qui peuvent vraiment frustrer. Et je pense qu'il n'y a pas véritablement de solution par rapport à ça. Je peux faire part peut-être du fait d'être discret, mais même là, ce serait un peu compliqué d'être discret dans une maison où vous êtes plusieurs et des différentes générations. Donc, je pense que il faudrait parfois, même si c'est vrai que ça fait mal de frustrer les autres, mais lorsqu'on ne le fait pas de manière volontaire, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Donc, on ne peut pas s'empêcher de vivre juste parce que les autres alentours ne pourront pas forcément être d'accord ou se sentir mal par rapport à ça. Si une personne veut fêter son anniversaire, il faut bien qu'elle le fasse, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Donc, si parce qu'on est en famille, on ne peut pas faire ça, je pense aussi que derrière, il y a peut-être un manque
peut-être un manque de compréhension ou autre. Donc, dans ce cas-là, peut-être que la famille aussi, pour ne pas être frustrée, comme je parlais tout à l'heure d'organisation, ils peuvent faire de l'organisation, par exemple, je vais prendre le cas peut-être de ma famille. Dans ma famille, on connaît les anniversaires de tout un chacun. Bon, c'est vrai qu'on ne vit pas tous ensemble, mais on sait par exemple qu'en mai, il y a 2 personnes qui fêtent leur anniversaire, donc on peut jumeler pour faire une fête commune. En juin, on sait qu'il y a 1 personne, en juillet, 3 personnes. Donc, je pense qu'il y a aussi une organisation, peut-être des groupes WhatsApp qui peuvent être mis pour ça, pour que chaque personne puisse se sentir aimer, se sentir considéré malgré peut-être le manque de moyens. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Madame Léa, pour cette perspective vraiment sage, en ce sens que non seulement ça peut créer de la frustration de se donner certains plaisirs parfois, mais il faut savoir aussi contrôler sa propre liberté. Donc, jusque-là, nous avons regardé la situation. Il y a des bons côtés, il y a de mauvais côtés, principalement dans ce sens où ça réduit la liberté de chacun. On ne peut pas être libre de faire certaines dépenses, on ne peut pas être libre de s'afficher d'une certaine façon sur son identité économique et tout cela crée des tensions. En même temps, il y a les dépenses communes qui créent des tensions et aussi des dépenses personnelles aussi qui créent toujours des tensions. Or, l'objectif principal dans cette dynamique multigénérationnelle était de pouvoir équilibrer les dépenses, d'alléger les charges pour chacun. Mais voilà qu'il y a aussi des mauvais côtés. Alors, nous en venons au moment le plus crucial, c'est-à-dire l'instant où il faut réfléchir aux stratégies. Puisque dans des familles multigénérationnelles où il y a tellement de ces problèmes-là, tellement de ces tensions qu'on veut toujours éviter, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour rendre la vie économique en famille en famille multigénérationnelle plus vivable, plus acceptable, malgré ces conditions-là? Comment est-ce qu'on pourrait rendre cela plus vivable? Est-ce que Monsieur Abdou Salam a un avis à propos de la question? Ok, merci beaucoup pour le débat. Je m'excuse parce que je n'ai pas une bonne connexion et également la vidéo parce que j'ai une coupure d'électricité ici, donc il fait sombre, donc je ne pourrais pas avoir la vidéo. Ok, donc je vais tenter un peu de répondre à la question. Ce qui, moi je pense, et si on est dans une famille où il y a, bon, un caractère multigénérationnel, comme vous le dites, il y a des stratégies parce que pour moi, chacun doit avoir sa place. Voilà, parce que les vieilles personnes sont là pour quelque chose. Il y a des conseils qu'on peut prendre auprès d'eux. Il y a leur rôle dans la société. Donc, je pense qu'on peut donner à chacun sa place. Et, bon, on peut s'entraider, comme on le dit, mais au-delà de tout ça, il y a des choses qui sont privées, qui sont personnelles. Bon, chacun y va de sa manière. Bon, mais je crois que quand même, ça ne nous empêche pas d'être libre. Voilà, on est libre, mais dans le respect de la vie des autres. Bon, je me dis que il y a un respect, chacun doit connaître sa place. Bon, c'est vrai que c'est pas facile parce que le fait même de ne pas être de la même génération, ça peut créer des conflits. Ça, je suis d'accord, parce que nous n'avons pas les mêmes manières de voir les choses. Et encore que nous ne sommes pas de la même génération, ça peut également causer des incompréhensions. Mais moi, je me dis que, voilà, chacun doit connaître sa place et puis voilà. Et respecter le choix des uns et des autres. Bon, je me dis que dans ce sens-là, ça peut aller. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Abdou Salam, pour votre sagesse sur la question. Que chacun reconnaisse sa place et que le climat soit
meilleur pour tout et chacun. Alors, je pense que M. Koumondi aussi a une perspective à apporter à la question. Oui, M. Koumondi, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que la première des choses qui se passent, c'est que nous sommes de différentes générations, comme M. Abdul Salam l'a dit, donc nous ne voyons pas les choses de la même façon. C'est la première des choses. Donc, il faut que tout le monde comprenne que nous vivons en communauté. Pour cela, il faut au moins écouter, premièrement, parce que si tu n'écoutes pas, tu ne pourras pas savoir de quoi il s'agit jusqu'à aller réagir. Donc, c'est un peu ça. Premièrement, l'écoute. Et lorsqu'on dit connaître sa place, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous le comprenons d'une autre façon. Le parent dira, je suis le père, donc je suis le responsable de la famille. Donc, il y a ça, c'est moi qui érige les règles. Or, les règles qui sont érigées ne conviennent forcément pas à tout le monde. Vous voyez? Donc, il faut qu'on puisse, premièrement, s'écouter, se comprendre et élaborer ensemble des plans pour mieux vivre ensemble, en fait. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Koumondi. Je vois que là, nous nous investissons sur les facteurs humains et les facteurs émotionnels, c'est-à-dire connaître sa place, c'est-à-dire savoir comment s'intégrer et créer de l'harmonie, c'est-à-dire savoir écouter et savoir communiquer. J'espère que il y a plein d'autres perspectives qui peuvent s'ajouter à cela. Bien avant que je ne passe la parole à quelqu'un d'autre, je pense que je vais donner aussi mon avis sur la question, la façon dont on pourrait améliorer le climat familial afin que ce soit économiquement plus supportable pour chacun des membres. Je pense que la chose principale à voir, c'est d'abord admettre que dans de telles situations, les frustrations sont inévitables. Parce que nous en avons parlé de loin en large, les frustrations sont inévitables. Qu'on essaye de fêter son anniversaire en cachette ou qu'on essaie de le fêter ouvertement, on ne peut pas toujours éviter les frustrations. Et savoir que les frustrations ne sont pas inévitables, savoir comment donner de la valeur à chacun, savoir comment donner de l'importance à chacun afin que chacun se sente considéré. Donc, je pense que là aussi, nous sommes en train d'investir sur les facteurs émotionnels. Est-ce que M. Oscar, Mme Ina ou M. Sié, Mme Léa, est-ce que quelqu'un aussi a son avis à donner, les stratégies qu'on peut mettre en place pour rendre l'environnement économique plus supportable pour chacun des membres? OK. Sifewe? Yeah, okay. You have the floor. Yeah. There was just a question going on. I was saying, I was asking this question just to know if which strategies we can, which are the way forward to create a better environment, economic environment, given that the frustrations are not inevitable, how to manage so that it could be there could be a harmony in the in these multi-generational families. Okay, so there's no right or wrong answer for this. It depends on the family itself, what they discuss. But I think for me, the most important thing, like the strategy that could be implemented in all households, is budget and family planning. So you, like the breadwinner, and these family members come together and see the bills. So the bills of the house. So the bills of the house are rent, water, electricity, rates and taxes, and then there's the Wi-Fi for some houses. There is whatever the case may be. And then we put them. You write them in a list and say, this is what the rent costs. This is what the rates and taxes cost. Blah 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 blah. So then you delegate. It's like you're delegating. The breadwinner delegates. Like, okay, who's going to pay for this? Who's going to pay for that? How much are you going to contribute? I think those kind of things might lead to harmony in relationship, and like, okay, now we're bonding over finances. We're not fighting over finances. We're bonding
you know. So with the budget, it really helps. And then also family planning also is considered here. So family planning, again, who does this? Who pays for this? Don't forget to pay this at the end of the month. I think it's a matter of responsibilities. So you delegate, the breadwinner delegates responsibilities. And then also a family member has that responsibility. So as the breadwinner, I mustn't come after you, say, and then why hasn't the rent been paid? Why hasn't the Wi-Fi been paid? What's going on? And also, I think it's transparency. Family members must not be too transparent, but just notify the breadwinner that, okay, I lost my job or whatever the case. I might not contribute to the bill of to the bills or whatever. So let's work something out, you see. So I think communication, budgeting, and family planning is very important when it comes to this, and especially when the economic climate is a bit rocky, it's a bit uncertain. It goes up, it goes down. So in those cases, I think it's very important planning, communication, and budgeting. Thank you. Yeah, thank you, Sifewe. You gave a lot of innovative ideas about the strategies we can implement to make the harmony reign. Alors, je vais traduire rapidement. Elle a parlé de certains grands nombres de choses concernant la stratégie qu'on peut mettre en place pour faciliter l'environnement économique à tout le monde dans une famille multigénérationnelle. Elle a parlé principalement du budget et de la planification familiale. C'est-à-dire, il faut apprendre à budgétiser et à répartir les dépenses de façon à ce que les responsabilités soient partagées. Le budget, c'est-à-dire les divers domaines de dépenses. Quand il s'agit de l'eau, de l'électricité, de la connexion Wi-Fi à payer, chaque chose est divisée et les dépenses sont connues et les responsables à qui chaque dépense sont assignées se connaissent et ainsi cela donne une certaine transparence dans les dépenses et on sait que oui, c'est telle personne qui s'occupe de l'eau, telle personne qui s'occupe de ceci et ce partage-là crée un certain environnement harmonieux. Et il faut aussi de la transparence. Pas être totalement transparent, mais transparent dans le sens où on sait que oui, je fais telle chose, je le fais, je prends en charge telle dépense et voici telle raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. Et le chef de famille, le chef de concession peut être à la charge, être au contrôle de tout cela, de ce partage de responsabilités-là. Donc, je trouve que c'est une idée très innovante et je pense que Ina aussi a une perspective intéressante à ajouter. Oui, Ina, vous avez la parole. Ina, vous avez la parole. Merci, Détis. En fait, oui, merci beaucoup pour la parole. Pour aller dans le sens de Sifewe, je trouve que ce qu'elle a dit est très pertinent. Je dirais que pour aller plus en profondeur dans ce sens, il faut que chacun des membres de la communauté familiale ait une éducation financière. En ce sens qu'ils doivent savoir comment on doit vivre avec un salaire ou avec un revenu, comment faire un budget, comment ne pas dépenser en fait sa capacité financière, ne pas surestimer sa capacité financière par rapport aux dépenses. Donc, tout ça, c'est pour aller un peu dans son sens, comme quoi, pour mettre en commun les ressources, il faut déjà savoir comment gérer ces ressources-là efficacement, comment épargner, comment prendre soin des dépenses en tant qu'individu, savoir en fait quelle est ma capacité financière par rapport à telle ou telle dépense. Aussi voir se gérer émotionnellement, parce que qui dit éducation financière dit aussi le contrôle de ses émotions. Ne pas entrer dans des dépenses folles parce que telle personne le fait ou aller dans une rivalité de dépenses, par exemple, dans un groupe amical, par exemple, dire tout le monde a un iPhone 9 ou un iPhone 10 ou peu importe. Je vais en avoir un.
même si je n'ai pas les moyens de le faire, je vais tout faire ou bien m'endetter en ce sens-là. C'est aussi important à développer dans la communauté, savoir comment gérer ses ressources en tant qu'individu, bien avant d'aller à la communauté. Donc, il faut mettre l'accent sur ce point pour appuyer un peu ce que tu peux à développer par rapport à l'économie. Merci. Alors, merci beaucoup, Ina, pour votre ajout. C'est vraiment pertinent. Ça renchérit correctement les avis de Sifiwe, en ce sens que l'éducation financière individuelle permet à chacun de savoir gérer ses ressources afin de mieux s'intégrer dans le système économique familial. Je pense que nous sommes en train d'abolir notre session de ce jour et nous allons prendre les conclusions personnelles de chacun sur ce thème pour clôturer. So we are at the level of the concluding thoughts now. And I think that I will start first. Je vais commencer d'abord avec les conclusions et je vais lancer la question pour les conclusions à chacun. Alors, l'environnement un environnement multigénérationnel, une famille vaste, c'est un environnement qui permet d'alléger les charges, à condition que les charges soient partagées et qu'il y ait une certaine politique de responsabilisation. C'est ce que je retiens de tout ce que nous venons de dire. Si on me propose de choisir entre une famille multigénérationnelle et une famille restreinte, selon les avantages et les inconvénients, je pense que je choisis actuellement une famille multigénérationnelle. Alors, je vais vous retourner la question. Quel choix faites-vous et pourquoi le faites-vous? C'est votre conclusion. Alors, je passe la parole à M. Siyé ou M. Abdou Salam, si vous êtes prêt à prendre la parole, pour donner votre conclusion. Ok, madame, Ok. ok, oui, monsieur Abdou Salam. Merci bien pour la question. Bon, c'est comme je le dis, hein, c'est pas, il n'y a pas de réponse définitive. Chacun y va de son avis. Mais pour moi, je choisis la famille multigénérationnelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'il y a la solidarité et que vous êtes nombreux, je crois que vous avez un avantage par rapport à ceux qui sont restreints. Et à condition, comme vous le dites, que vous soyez unis, que chacun connaisse sa place, ainsi de suite, pour que ce qui est commun, on dépense ensemble, ce qui est personnel, chacun aussi peut s'occuper de ça. Il y a un avantage. Chez nous, il y a un savant qui dit, bon, il y a quelque chose qui est traditionnel parce que dans la tradition chez nous, on cultive un champ qui est commun pour tout le monde au village, c'est ce qu'on fait. Et chacun a également un champ personnel. Bon, il y a une idée qui se cache derrière. L'idée, c'est quoi? C'est que ce qui est commun, vous faites en commun, et ce qui est personnel, chacun peut, voilà. Donc, entre le socialisme et le capitalisme, vous trouvez juste le bon milieu, et je pense que ça peut aller. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur Abdou Salam, pour cette citation très sage. Oui, madame Léa, vous avez la parole. Oui. Je vous remercie pour la parole. Bon, pour conclure, moi, je dirais que le contexte multigénérationnel est vraiment ce que je pourrais choisir, mais dans un cadre où les finances ne sont pas forcément bonnes. C'est-à-dire si nous avons besoin de prospérer un peu financièrement, être en famille peut beaucoup aider à faire des économies, à pouvoir investir, etc. Et comme l'a mentionné Abdou Salam, pour vraiment être unis par rapport à ça. Donc, pour moi, je peux choisir le contexte multigénérationnel, mais pour un temps, pas de manière indéfinie. Ce serait vraiment une situation pour lorsqu'on a besoin de se retrouver déjà, d'avoir des repères, parce que commencer dans la vie active sans pour autant être encadré, c'est un peu compliqué, parce qu'on peut se détacher du cocon familial et après regretter et repartir. Donc, je pense que le mieux est d'abord de rester pendant un temps, prendre les conseils des anciens, investir, s'organiser au sein de la famille pour voir qui prend en charge telle dépense ou telle dépense. Et ensuite, dès qu'on a les finances qu'il faut,
après maintenant pouvoir prendre son indépendance et aller ailleurs. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Madame Léa, pour votre conclusion parfaite. Je vais donner la parole à Monsieur Sié et juste après, I'll give the floor to Sifiwe right after Mr. Sié. Alors, Monsieur Sié, vous avez la parole. OK, merci pour la parole. Pour moi, je dirais que pour conclure, je vais dire que la vie multidimensionnelle en famille est la meilleure des choses parce que la famille, c'est le cadre idéal pour chaque génération d'épanouir ou d'évoluer. Voilà. Comme quoi la famille représente l'entente, la solidarité, le partage d'expériences. C'est aussi l'endroit où il y a un témoignage ou l'expression d'un signe d'amour et de paix. Voilà. C'est également un meilleur lieu, voilà, de formation et d'éducation, voilà, pour chaque génération. Voilà. Si ce n'est pas vraiment une obligation, je ne vois pas en quoi qu'il faut, voilà, se détacher de la famille pour après regretter. Sur ce, je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sié, par l'info. Merci à tous. Nous allons passer la parole maintenant à Sifiwe. So, Sifiwe, you have the floor now for the concluding thoughts. Yeah. Okay. Okay, so for me, my concluding thoughts for this is, I like this is a question a breadwinner should ask themselves. Why would I allow family members to live in the same house as me? Before anything else, I should assess the family's finances and how is this breadwinner going to take care of the spouse and the kids, and then also on the side the family members. I think it's all about planning, guys. It's all about planning. And also the breadwinner must think very carefully before doing this, because multi-generational living, all these family members in one house, it is not easy. Sure, there's some good, but it is not easy. So my concluding statements for this, I'm on the fence with this one, but it is doable. I think communication, planning, and budgeting is very important. Thank you. So, thank you, Sifiwe. We can say that for this, we can say that budgets, family planning are the best solutions, the best strategies to handle with these situations. Alors, lorsque nous pensons aux situations multigénérationnelles, il faut se reposer sur la budgétisation, la planification familiale, but there is also the main question. Il y a la question principale qu'il faut se poser. Pourquoi autoriserais-je des membres de la famille à habiter dans le même espace que moi, dans la même concession que moi, ou que pourquoi habiterais-je dans la même concession que les membres de ma famille? En répondant à cette question, on trouve les conditions nécessaires pour se mettre dans une situation de famille multigénérationnelle.